La mairie de Paris où il y a du rififi, les élections européennes qui approchent et puis l'avenir du Parti communiste avec ou sans la France insoumise. C'est avec Yann Brossat que nous sommes aujourd'hui, qui est adjoint au maire de Paris et qui est en charge du logement. Parti communiste, j'ai oublié de signaler. Yann Brossat, bonjour. Bonjour. Alors, coup de tonnerre cette semaine. Le premier adjoint de la maire de Paris, Madame Hidalgo, donc Monsieur Bruno Julliard, a décidé de remettre sa démission. Comment vous interprétez ce geste? D'abord, il m'a surpris. Ouais. Pas tellement par la décision qu'il a prise. À vrai dire, nous étions quelques-uns à sentir qu'il était à la fin de quelque chose, mais par la violence des propos qui ont été tenus, qui, moi, me paraissent assez injustes. Je l'ai interprété politiquement. J'ai entendu un certain nombre d'interprétations psychologiques. Je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je l'interprète politiquement. Je crois que Bruno Julliard avait progressivement évolué dans ses idées, qu'il avait déviées à droite. Il lui reproche quand même, avant de venir aux idées, il lui reproche quand même une gestion, il ne prononce pas le mot, mais une gestion à la gribouille un petit peu. Vous savez, moi, je trouve toujours que les gens qui ne parlent que de méthode, en réalité, veulent esquiver les questions de fond. Et donc, je crois que c'est d'abord une question de fond. Et pour avoir eu ces derniers mois des débats avec lui, parfois vifs sur un certain nombre de sujets, je pense qu'effectivement, il n'était plus d'accord sur le fond avec la politique municipale. Il considérait qu'on dépensait trop d'argent sur le social, par exemple. Il n'était pas favorable, c'est d'ailleurs l'un des arguments qu'il développe, à la gratuité des transports pour les personnes âgées. Je pense qu'il y a une série de décisions qui ne lui convenaient plus. Il n'est plus de gauche, plutôt. Je pense qu'il est plus proche de la majorité nationale, qu'il est aujourd'hui plus proche de la République En Marche et des macronistes. Que du Parti socialiste. Absolument. D'accord. Néanmoins, il y a eu pas mal d'accros dans la gestion municipale, on l'a vu avec, d'abord la polémique sur la piétonisation des voies sur berge, Vélib, Autolib, gratuité des transports en commun pour les aînés. Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des accros, il y a même des accros judiciaires. Oui. Il y a deux questions très différentes. Il y a des sujets sur lesquels je considère que nous avons eu raison de tenir bon. La gratuité des transports pour les personnes âgées, je suis très fier qu'on l'ait fait dans une période où les retraités ont des difficultés de pouvoir d'achat. La piétonisation des voies sur berge, au final, aujourd'hui, plus personne ne la conteste. Et les autres formations politiques représentées au Conseil de Paris, y compris les Républicains, ne proposent pas de refaire venir des voitures. Donc, idéologiquement, politiquement, nous avons gagné sur cette question-là. De la même manière que nous avons eu raison de tenir bon sur d'autres sujets qui étaient contestés, je pense en particulier au centre d'hébergement dans le 16e arrondissement. Nous avons d'autres sujets qui sont des sujets sur lesquels, effectivement, il y a eu des dysfonctionnements et des couacs. Tout ce qui est Autolib, Vélib, tout ça. Par exemple, Autolib et Vélib. Cela dit, quand on regarde la situation actuelle en ce mois de septembre, après des mois et des mois de couacs, aujourd'hui, la situation s'améliore et dimanche dernier, il y a eu un record d'utilisation du Vélib avec, je crois, plus de 40 000 personnes qui l'ont utilisé. Donc, au final, la situation s'arrange. Ça n'efface pas la période de couac que nous avons eue. Cela dit, aujourd'hui, les choses s'arrangent. Et donc, je trouve que cette démission, d'une certaine manière, arrive à contre-temps, puisqu'elle arrive au moment où un certain nombre de situations sont en passe de se régler. Si Madame Hidalgo est candidate à sa réélection, vous la soutiendrez? D'abord, ce sera aux communistes de faire ce choix. Et il ne me revient pas à moi de préempter le choix que les communistes feront. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille à ce que la gauche gagne en 2020, et ça supposera qu'elle trouve les moyens de se rassembler. Est-ce que vous pourriez avoir un candidat communiste à cette occasion, 2020 nous verrons bien. À chaque fois, les communistes choisissent soit d'y aller en autonomie, soit d'y aller dans le rassemblement. Si les conditions sont créées par Anne Hidalgo pour qu'on puisse y aller ensemble, je pense que c'est la meilleure solution. C'est une bonne mère, Madame Hidalgo? Oui, c'est une bonne mère. C'est une bonne mère. Si, d'aventure, Madame Simonet, qui est une élue de la France Insoumise à Paris, décide d'y aller, vous choisissez quoi? Vous choisissez Madame Hidalgo ou Madame Simonet? Je ne choisirais pas Daniel Simonet, qui, depuis 6 ans, maintenant, s'oppose systématiquement à toutes les politiques municipales, y compris lorsque nous développons le logement social. Donc, je me vois mal soutenir quelqu'un qui n'a rien fait avancer pour les Parisiens. Vous voyez M. Bruno Julliard rejoindre Benjamin Griveaux, M. Majoubi pour briguer la mairie de Paris? Très sincèrement, s'il y a bien quelqu'un à qui Bruno Julliard ne fera pas de confidence, c'est moi, vu les positions que j'ai tenues ces derniers temps. Donc je ne sais absolument pas quelles sont ses intentions. Je regrette simplement les propos qu'il a tenus, qui me paraissent violents. Et puis je ne comprends pas bien
comment on peut avoir été premier adjoint pendant autant d'années et dire autant de mal de l'équipe municipale qu'on a servie. Toujours prêt pour prendre la tête de la liste du Parti communiste pour les européennes? Aujourd'hui, je suis chef de file des communistes pour les élections européennes. Chef de file, ça ne veut pas dire que vous êtes tête de liste. Et je peux vous assurer que j'y consacre beaucoup d'énergie. Pourquoi chef de file et pas tête de liste aujourd'hui? Parce qu'effectivement, nous n'avons pas renoncé à travailler avec d'autres. Et je continue à tendre la main à toutes les forces de gauche qui aujourd'hui souhaitent une autre Europe. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une logique de main tendue et de rassemblement. Y compris la France insoumise? Y compris la France insoumise, même si je note que jusqu'à présent, la France insoumise n'a jamais envoyé le moindre signal qui témoigne du fait qu'elle est prête à travailler avec d'autres. Qu'est-ce qui vous gêne à la France insoumise? Est-ce que c'est le caractère, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon ou les idées qui sont portées par la France insoumise? Les deux. Je pense qu'il y a deux questions fondamentales qui sont posées. Il y a d'abord une question stratégique. Je ne pense pas que la France insoumise puisse à elle seule représenter l'opposition de gauche dans notre pays. Et donc, il va bien falloir qu'à la France insoumise et chez les autres, on soit capable de travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça veut dire se respecter. Ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon au guidon et tous les autres qui pédalent derrière. Le rassemblement, ça ne se construit pas comme ça. Et par ailleurs, sur le fond, il y a effectivement un certain nombre de sujets de débat. Et encore faudrait-il qu'on puisse en débattre ensemble. Alors justement, à l'occasion de la fête de l'humanité qui avait lieu le week-end dernier, vous avez dit que la France insoumise flanchait sur l'immigration. Vous n'avez pas du tout le même discours qu'eux sur l'immigration. Moi, je ne souhaite pas surligner les différences. Simplement, je dis la chose suivante. Mais là, il y a un vrai sujet. Nous sommes en tout cas confrontés depuis maintenant plusieurs années à une crise de l'accueil. Et la question des réfugiés est l'une des questions qui seront posées aux élections européennes. Je ne veux pas en faire la question centrale, mais ce sera de fait une des questions posées en Europe. Donc, face à la montée de l'extrême droite, face à la montée des idées racistes, je pense que la gauche doit tenir et qu'effectivement, elle ne doit pas flancher. Et mon rêve serait précisément que la gauche se rassemble sur un discours clair qui est un discours d'accueil digne pour les réfugiés. Vous comprenez le discours de Jean-Luc Mélenchon quand il dit que l'immigration, ça peut être un risque, ça peut être une menace pour l'emploi et les salaires dans notre pays? Mais ça n'est pas juste quand on regarde l'évolution de ces 10 dernières années. Vous êtes d'accord pour dire qu'il n'a pas tout à fait le même discours que Marine Le Pen, quand même, là-dessus? Absolument pas. Et jamais je ne mettrai un signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et il n'y a rien de raciste dans le discours tenu par Jean-Luc Mélenchon. Simplement, au cours des 10 dernières années, le PIB des pays de l'Union européenne est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. En attendant, le taux de travailleurs pauvres est passé de 7 à 10 %. Ce n'est pas de la faute des immigrés, c'est de la faute des actionnaires qui se sont gavés sur le dos des travailleurs. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse faire des immigrés ou des réfugiés les boucs émissaires de la paupérisation des Européens. D'accord. Donc vous êtes en désaccord là-dessus avec Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, il y a du débat, et moi je souhaite que ce débat puisse avoir lieu pour qu'on aboutisse à des positions communes. Quand même, quand on est confronté à une telle montée de l'extrême droite, on pourrait s'attendre à ce que la gauche tienne bon. Et je pense qu'elle doit tenir bon. Les échanges sont parfois assez musclés entre vous. Alexis Corbière, qui est un des députés de la France Insoumise, disent que vos propos sont risibles. Enfin, votre rage était risible contre justement le discours sur l'immigration. Si ça le fait rire, tant mieux. Mais sur un sujet comme celui-là, je pense qu'on a besoin de débats sérieux. Le débat pour ces européennes, c'est un débat qui portera entre les souverainistes, ce que certains appellent les nationalistes, et ce qu'on appelle les progressistes ou les pro-européens. Surtout pas. Moi, je pense que ce match que Emmanuel Macron cherche à instaurer entre d'une part les libéraux et d'autre part l'extrême droite est extrêmement dangereux. Parce que ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est au fond, vous n'êtes pas satisfait de l'Europe telle qu'elle est, vous ne voulez pas de l'Europe libérale, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous jeter dans les bras de l'extrême droite. Et je pense que c'est donc un calcul très très dangereux qui est fait par le pouvoir actuel. Il y a une troisième voie donc? Je pense qu'il y a une troisième voie qui est la voie sociale. Il faut bien que ceux qui ne veulent pas sortir de l'Europe, mais veulent une autre Europe, une Europe qui porte l'aspiration des peuples d'Europe, ça doit pouvoir se faire entendre. Oui. L'Europe n'a pas vocation à être une machine à déclasser les salariés comme elle l'est aujourd'hui. Sur quelle base vous allez tenir votre discours? Sur cette base-là? Absolument. Moi, je crois que l'Europe doit cesser d'être une machine à fabriquer du dumping social, du dumping fiscal partout. C'est ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Union européenne nous tire vers le bas. Nous ne sommes pas condamnés à avoir une Commission européenne soumise au lobby qui nous tire systématiquement vers le bas. D'accord. Alors, je disais que votre parti était réuni à l'occasion de la fête de l'humanité. C'est la fête du journal, c'est pas la fête du parti, mais enfin quand même, vous êtes très proches. On sent quand même que le Parti communiste est divisé, en son sein même. J'avais Stéphane Peu à votre place il y a une dizaine de jours, quelques jours avant la fête de l'UMA, qui lui, a un discours plutôt assez conciliable avec la France insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pas votre cas? Je ne sais pas si j'ai un discours inconciliable avec la France insoumise. En tout cas,
le Parti communiste est traversé de débats internes. Mais vous savez, on sort d'une année 2017 qui a été très dure pour nous. Il faut avoir le courage de regarder les résultats électoraux que nous avons eus. Et donc, si après une année pareille, nous avions un congrès du Parti communiste sans aucune espèce de débat, sans aucune espèce de confrontation d'idées, je trouverais ça désespérant. Donc c'est plutôt le signe d'une bonne santé démocratique. Après, il faut évidemment que ce débat puisse déboucher sur des positions communes. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'issue de notre congrès qui aura lieu en novembre, le Parti communiste puisse se rassembler. Mais qu'il y ait du débat, c'est normal. Oui, je pense que c'est possible. Parce qu'il y a à la fois chez les communistes l'envie très forte de tirer les leçons de 2017, de ne pas recommencer avec ce que nous avons vécu, d'avoir un parti communiste qui relève la tête, et dans le même temps, l'envie évidemment qu'on se rassemble et qu'on aille ensemble à la bataille des Européens. Ce rassemblement, c'est Pierre Laurent qui peut le faire, le secrétaire national du Parti communiste. On verra bien. Il y a un vote. Il est contesté. Il y a un vote des communistes qui aura lieu à partir du 4 octobre. Qui va voter? Qui porte sur tous les militants, l'ensemble de nos adhérents. Vous avez combien de militants à jour de cotisation? Je crois que nous en avons 60 000 à jour de cotisation. Ils vont s'exprimer par un vote et à l'issue de ce vote, on verra bien quelle est la situation. Moi, en tout cas, ce que je souhaite vraiment, c'est que le Parti communiste revienne sur la scène politique française. Le Parti communiste ne doit pas regarder le paysage politique se faire sans lui. Et nous avons un peu vécu ça en 2017. Donc il faut relever la tête et il faut qu'à l'issue de ce congrès, nous soyons unis à la bataille des Européens. Alors, vous êtes jeune, mais vous avez une histoire personnelle et familiale qui est étroitement liée au Parti communiste. Vous pourriez être celui-là. Moi, je ne suis pas candidat à être secrétaire national du Parti communiste, je suis candidat aux élections européennes. Et donc, mon échéance, ça n'est pas novembre, c'est le 26 mai, c'est les élections européennes. Ouais. Et vous êtes sûr que, par exemple, Stéphane Peu, on sentait pas loin de la porte quand même, hein? Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a, chez les communistes, même quand ils contestent la ligne de leur parti, un attachement très fort à ce qu'est notre parti. La ligne de fracture, c'est Mélenchon et la France insoumise, entre vous? Non, je pense que l'une des questions qui se posent, c'est comment on fait en sorte que le Parti communiste se redresse. Certains pensent que nous nous redresserons en allant avec la France insoumise, d'autres pensent que le Parti communiste doit construire une voie autonome. D'accord. La liste que vous voulez conduire et que vous vous apprêtez à conduire, elle sera ouverte à d'autres sensibilités écologistes, la gauche du Parti communiste, du Parti socialiste? D'abord, comme je vous l'ai dit, je continue à tendre la main à d'autres forces politiques et quand on tend la main, on a la volonté qu'elle puisse être saisie. Donc moi, je souhaite travailler avec d'autres. J'ai été d'ailleurs hier en débat à Limoges avec des responsables de Génération, le parti de Benoît Hamon. Donc moi, je souhaite continuer à tendre la main. Et puis, par ailleurs, je souhaite aussi que cette liste soit très, très ouverte au mouvement social. Il y a plein de gens qui contestent aujourd'hui la politique d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas leur carte à un parti politique. Mouvement associatif, mouvements syndicaux. Et d'ailleurs, ça se verra très vite, puisque le 13 octobre prochain, au Conseil national, le Parti communiste présentera déjà une dizaine de candidatures qui témoignent de cette volonté de rassembler. Votre regard, non pas sur la forme, mais sur le fond de la rentrée d'Emmanuel Macron, un virage social? Je pense que ce virage social est une grande arnaque. D'ailleurs, 3 jours après ce virage social, il a traité par le mépris cet horticulteur qui l'interpellait, et je crois que ça résume tout. Le virage social est en réalité un mirage. C'est un mirage. On est avec Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, oui c'est ça, du Parti communiste, et qui est en charge du logement à Paris. Et Valentin Pilate nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Yann Brossat. Bonjour. J'ai une première question de Dorian sur Twitter. 2 questions pour être précis. Pourquoi les prix des logements ont augmenté à Paris et que peut-on faire pour faire baisser les prix de l'immobilier? Alors, les prix ont augmenté depuis 1 an à la location parce que l'encadrement des loyers a été supprimé. Il a été supprimé par le tribunal administratif, je le regrette terriblement. Et il se passe exactement ce que je craignais. Quand l'encadrement des loyers a été supprimé, j'avais dit qu'il y a un risque très fort d'augmentation des prix. De fait, les prix ont augmenté alors même qu'ils s'étaient stabilisés entre 2015 et 2017 lorsque l'encadrement s'appliquait. Donc nous allons réappliquer l'encadrement des loyers dès que le gouvernement nous le permettra. Et la loi Elan qui a été adoptée, puisque je crois que la commission mixte paritaire a abouti à un accord, l'encadrement des loyers, grâce à cet article de la loi Elan, pourra être réappliqué d'ici la fin de l'année. Une question de David sur Facebook. Y a-t-il encore des communistes en 2018? Est-ce que c'est une question qui vous surprend? Non, mais oui. Elle ne me surprend pas, mais oui, il y a des communistes. La preuve, et d'ailleurs, il y en avait un certain nombre le week-end dernier à la fête de l'UMA, même s'il n'y a pas que des communistes à la fête de l'UMA. Il y en a parce que nous sommes aujourd'hui, je crois, dans une période où il y a une conscience de plus en plus forte
du fait que le capitalisme nous conduit au désastre, à la fois sur le Le plan capitalisme, environnemental c'est la et politique sur de le Macron. plan social. Emmanuel Macron est le symbole de ce que le C'est un capitalisme... homme de droite? C'est un homme de droite, c'est un homme profondément libéral et qui n'a aucune espèce de sensibilité sociale. Parce qu'il y a eu des gens de droite qui avaient une forme de sensibilité sociale. Philippe C'était le cas de Séguin. Philippe Séguin, par exemple. Et je ne retrouve rien de tout ça chez Macron. Lorsque nous avons annoncé votre venue au Figaro aujourd'hui dans un article, Hervé a commenté cet article en disant, je le cite, que vous remplissez la capitale d'HLM au détriment des classes moyennes pour favoriser votre électorat. D'abord, je suis très fier d'avoir contribué à faire passer le taux de logements sociaux de 13% à 21%. Aujourd'hui, il y a Et 21% de logements il y a sociaux dans aujourd'hui Paris. 21% de Pas loin logements du quart, sociaux donc. à Paris et 500 000 Parisiens qui vivent en logement social. Et là où votre lecteur a tort, c'est que nos logements sociaux sont peuplés pour une bonne partie de classes moyennes. Qui vit aujourd'hui dans nos logements sociaux? Ce sont parfois des enseignants, des infirmières, des gens qui font tourner la ville. Est-ce qu'on veut que ces gens-là puissent vivre en ville ou est-ce qu'on veut les condamner à vivre en deuxième couronne? Moi, je suis très fier qu'ils puissent vivre à Paris. Et je vais même lui dire, il n'y en a pas assez des logements sociaux. On a encore 120 000 personnes qui en manquent. Est-ce que, souvent on fait ce reproche, dans les logements sociaux, il y a des gens qui ont droit à ce logement social et puis leur carrière professionnelle évolue, leur situation familiale évolue, et ils ne devraient plus rester dans ces logements sociaux. Est-ce que vous arrivez, justement, à les faire partir et à ce qu'il y ait une rotation qui corresponde, je dirais, à la demande sociologique de notre ville? Bon, faisons attention, quand on a affaire à des classes moyennes qui ont des revenus qui ne leur permettraient pas de loger dans le privé, moi j'assume le fait qu'il faut qu'elles puissent continuer à vivre en logement social. Ça, c'est une chose. Quand en revanche elles gagnent 10 000 € par mois, évidemment qu'elles n'ont pas vocation à y rester, et nous faisons des contrôles très régulièrement, et il arrive que des familles soient contraintes de partir parce qu'effectivement, elles ont dépassé les seuils. Elles gagnent des sommes folles et elles pourraient se loger dans le privé. D'accord. Autre question? Alors, dans un tweet où vous faites la promotion de votre livre Airbnb, la ville ubérisée, vous posez une question: que faire face à des GAFA plus puissants que des États? Et en réponse à ce tweet, l'un de vos collègues adjoint à la mairie de Paris, Jean-François Martin, chargé de toutes les questions relatives au sport et au tourisme, vous a répondu en vous disant: et du coup, vous ferez attention aux GAFA, car votre livre, au final, est en vente sur Amazon. Est-ce que c'est pas paradoxal? Ça fait partie des contradictions de la vie, et si on n'accepte pas les contradictions, il ne faut pas vivre. Et vous ne pourriez pas le retirer d'Amazon, votre livre? Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de me renseigner. Ouais. Mais en tout cas, je conseille à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent acheter mon livre d'aller dans leur librairie de quartier. La régulation, D'autant qu'il est bien distribué. La régulation des Airbnb à Paris, elle est satisfaisante? Elle n'est pas suffisamment puissante. Oui. Et moi, je souhaite que la loi change pour qu'on soit encore plus efficace. Qu'est-ce que vous voulez? Elle commence à porter ses fruits quand même, parce qu'il y a eu une diminution du nombre d'annonces sur Airbnb depuis maintenant 1 an. Donc tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour rien, et ça me rassure. Cela dit, oui, je souhaiterais aller plus loin. Moi, je souhaite qu'on interdise la location d'appartements entiers dans les 4 arrondissements du centre. Vous savez que dans les 4 arrondissements du centre, 1, 2, 3, 4, un quart des logements ne servent plus à loger des Parisiens. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Un quart des logements. Voilà. Donc, qui sont livrés au marché des Airbnb? Qui sont en permanence loués sur Airbnb ou sont des résidences secondaires. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on est en train d'assister, sous la pression d'Airbnb, à un changement de modèle de ville. Dans ces quartiers-là, on n'aura bientôt plus que des touristes, on n'aura plus un seul habitant. Et ça ne fait pas des villes agréables à vivre. Est-ce que vous vous Et inspirez même de pas ce qui se fait agréables à visiter, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous inspirez des modèles étrangers, non? En Allemagne, ils ont lutté contre À Berlin, Espagne aussi. globalement, nous sommes tous confrontés au même problème et nous cherchons à mettre en place des politiques communes. Et d'ailleurs, lundi prochain, il y aura une rencontre à Bruxelles avec plusieurs villes européennes confrontées à ce phénomène qui vont chercher à plaider la cause des villes auprès de la Commission européenne, parce que jusqu'à présent, la Commission européenne était très favorable aux plateformes. C'était Yann Brossat qui était notre invité. Merci Yann Brossat, adjoint au maire de Paris, membre du Parti communiste et peut-être candidat, enfin pas candidat, peut-être tête de liste plutôt, puisque candidat il l'est, tête de liste aux élections européennes à venir l'année prochaine. Merci Valentin Pilate de vous être fait l'interprète de nos internautes et à lundi pour de nouvelles aventures.